Et les prochaines infos tout à l'heure à midi. Pour l'instant, vous nous appelez 0826 300 300 et vous venez débattre avec nous. On va parler dans un instant de la remobilisation. Est-elle possible pour le second tour des régionales? On va s'intéresser aussi au vote en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, région Sud. Est-ce que le Rassemblement national peut gagner? Et surtout aussi ce variant Delta. Est-ce qu'il est en passe de nous gâcher l'été avec cette alerte lancée du côté du département des Landes? Ce matin, on est avec Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte, Jérôme Dubu, membre de La République En Marche, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Michel, vous vouliez revenir et dire un petit commentaire sur la situation au Liban? Non, sur le Liban, j'avais fait mon commentaire. Je pense effectivement que le Liban, c'est un peu une partie de nous-mêmes et que là encore, la France, comme au Sahel, on est très seul à essayer de soutenir des partenaires historiques et que fondamentalement seul, on n'y arrivera pas. Voilà. Alors, Jean-Luc, on revient à la politique franco-française. Vous aviez un coup de gueule contre l'expression « ennemi de la République » utilisée contre la France insoumise sur les réseaux sociaux. Pas uniquement contre la France insoumise. Un coup de gueule sur la façon dont on débat dans ce pays depuis maintenant quelques mois et entre les deux tours de ces élections régionales et départementales. Traiter près de plusieurs millions de Français comme des ennemis de la République me paraît totalement insensé. J'irai même plus loin. Bien sûr que par rapport à la France insoumise et par rapport à Jean-Luc Mélenchon, ça me paraît insensé. Par rapport aux accords passés en Île-de-France à gauche, ça me paraît insensé. Il me paraît tout aussi insensé, au moins tout autant, de penser que les X% qui votent pour le Front National ou le Rassemblement National seraient considérés comme des ennemis de la République. Il existe bien évidemment, notamment dans les candidatures du Rassemblement National, quelques fascistes et quelques nazillons. Mais l'ensemble des électeurs, traiter l'ensemble des électeurs, que ce soit ceux de la France insoumise, d'une partie de la gauche, d'une partie de l'extrême gauche et d'une partie de la droite ou de l'extrême droite, comme des ennemis de la République, me paraît totalement déplorable, insensé, et pousser ce pays à être dans une division maximum, alors que justement, on en parlera juste après, à peine 35% de nos concitoyens sont allés voter. Donc j'appelle par rapport à cela, à ce qu'il y ait à se calmer, à penser que les débats politiques peuvent exister et à faire que notre République française, elle a le droit de changer notre République. La 5e République, de mon point de vue, est en train de possiblement, petitement, agoniser. En tous les cas, elle ne répond plus, ça se voit avec l'abstention, elle ne répond plus à l'attente de nos concitoyens. Quant à traiter plusieurs millions de personnes d'ennemis de la République, je le redis, c'est insensé. Qui veut... Mais il a raison. Oui, Jacques Miard. Moi, je suis assez d'accord. Excuse-moi, Michel. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-Luc et je veux dire pourquoi. Parce que vous êtes rapidement traité d'extrémiste d'un côté comme de l'autre et donc cela attise, je dirais, une volonté de mettre hors jeu un adversaire politique. C'est une vieille technique, mais cela a des conséquences, et je suis assez d'accord, c'est que tant du côté de la droite que du côté de la gauche, il n'y a pas des ennemis de la République, ça ne tient pas la route, et ce sont des gens qui très souvent partagent le patriote, mais qui ont des choix politiques qui ne sont pas les miens. Donc je crois qu'il faut ramener un peu, non seulement ramener, mais obliger un certain nombre de commentateurs, y compris de politiques, à avoir un langage beaucoup plus équilibré. Cela ramènerait un peu de paix civile. Cela ne signifie pas qu'il mais comment on a glissé comment Jacques, on a glissé doucement mais sûrement sur, on va dire, ces diatribes. C'est une technique de disqualifier l'adversaire. Ça dure depuis un certain nombre de gens. Et il est vrai que tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, il y a eu des maladresses où ils sont tombés dans le panneau. Donc c'est ça le problème. Et il faut ramener un peu de raison et cesser de dire que ce sont des extrémistes hors la loi. Ce qui ne signifie pas qu'il ne puisse pas y avoir à droite comme à gauche et même parfois au centre des propos inadmissibles qu'il faut condamner, notamment la xénophobie. Oui, je voudrais... Enfin, Valérie Pécresse aussi utilise cette... Enfin, par exemple. Oui, mais je voudrais intervenir sur ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure Jean-Luc. Je nuancerai un peu son propos.
il ne s'agit pas d'exclure des millions d'électeurs sous prétexte qu'ils ont voté la France Insoumise ou au Rassemblement National. Il s'agit de voir qui sont les dirigeants et qui sont les candidats qui sont sur ces listes. Moi, quand je regarde la liste de la gauche unie à Paris, je suis stupéfait de voir un certain nombre de candidats. Je pense notamment à M. Paul Vannier, qui est candidat de la France Insoumise, qui est numéro 3, donc il va être élu dimanche soir, quoi qu'il arrive, même si la gauche est battue, ce que je souhaite dimanche soir en Ile-de-France. Eh bien, c'est clair que ce M. Paul Vannier n'est pas dans les valeurs de la République. Je pourrais prendre d'autres exemples. Pourquoi? C'est qui Paul Vannier? Excusez-moi de mon nom. Oui, peut-être, Jérôme va peut-être préciser aussi pour les auditeurs qui ne sont pas des électeurs d'Île-de-France. Il y a des candidats sur ces listes, et je pourrais en dire de même sur les listes du Rassemblement national, qui ne sont pas dans les valeurs de la République. Ça n'empêche pas que les électeurs qui votent en toute conscience et en toute bonne volonté pour ces deux partis, pour la gauche unie avec la France insoumise, ne sont pas des ennemis de la République. Mais il n'empêche que sur ces listes, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs de société que les miennes. C'est tout. Jérôme, excuse-moi, Jérôme, sur la liste de Valérie Pécresse, si tu regardes bien, tu trouveras malheureusement exactement la même chose si tu prends les gens un par un, les personnes une par une. Non, Jean-Luc. Mais bien sûr que oui. Non, Jean-Luc. Mais moi, est-ce que je pourrais dire, Jean-Luc, qui a traité les électeurs des Insoumis d'ennemis de la République? Je suis désolé, moi j'ai pas vu à part Valérie Pécresse, par exemple, là, entre les deux tours là. Non, mais les électeurs, parce que le problème, évidemment, les électeurs que un jour. Ah, Michel, on a un petit souci de liaison. Oui, les électeurs. Évidemment, lorsque Bernard Tapie, il y a 20 ans ou 30 ans, disait les électeurs du Front National sont tous des salauds parce que Le Pen est un salaud, il avait tort. Et moi, personnellement, je ne pense pas que les électeurs des Insoumis soient des salauds ou des ennemis de la République. Beaucoup d'entre eux portent en eux une colère sociale. Mais est-ce qu'il ne faut pas trouver un autre argument? Parce que est-ce que vous pensez sincèrement, on va parler de ça dans un instant aussi, de la faiblesse de la participation, que c'est un argument aujourd'hui qui pousse les électeurs à aller massivement dans les urnes? Est-ce que ça suffit aujourd'hui de se contenter de ce genre de discours? En abstention. Oui, mais est-ce que ça s'en rajoute pas un peu quand même? Oui, non, moi je pense qu'il faut éviter de faire des amalgames. Je suis prêt à admettre qu'il y ait sur une liste un tel et un tel qui a tenu des propos absolument ignobles et qu'on va condamner et qui ne sont pas les nôtres. Mais attention, parce que c'est une vieille technique de mettre l'adversaire hors jeu en disant ce sont des extrémistes, ils ne sont pas des républicains et autres. Là, il faut quand même raison garder. Ouais. Allez, on va s'arrêter un court instant et on va faire justement, Jacques, c'est vous qui aurez la parole au retour de la pause avec votre coup de gueule. On continue dans la politique parce que vous voulez nous parler de ces engueulades entre ministres. Qu'est-ce que ça dit du gouvernement aujourd'hui et de la suite des échéances après les élections régionales et le deuxième tour des régionales et des départementales. À tout de suite sur Sud Radio, il est 11h12. Allez, vous nous appelez, parlons vrai sur Sud Radio 0826 300 300 et même si aujourd'hui on est tous à distance les uns des autres, eh bien le débat continue pendant la pause publicitaire. On en était à parler des ennemis de la République avec vous quatre, Jacques Miard, Jérôme Dubu, Jean-Luc Benamias et Michel Taube. Michel, juste un mot, vous vouliez revenir sur cette, ce coup de gueule de Jean-Luc sur l'utilisation de ce terme à chaque fois qu'il y a, il y a une campagne électorale quelque part. Ouais. Ouais, moi, ce qui me paraît quand même utile dans le climat actuel, c'est qu'on prenne conscience que la candidature, certaines candidatures dites d'union de la gauche et qui est en fait une prise d'otage de la gauche, on va dire démocrate, par l'extrême gauche des insoumis et quelques écolos radicaux, c'est que l'on prenne conscience qu'il y a là un pôle d'extrémistes, non pas
c'est quelques-uns isolés. C'est une idéologie, c'est une politique, c'est une doctrine. On commence à le voir dans certaines grandes villes françaises qui ont gagné par défaut et grâce à l'abstention massive des municipales de 2019. Et si jamais une région comme l'Île-de-France tombe dans l'escarcelle des insoumis et des verts pastèques, c'est-à-dire surtout rouges, eh ben c'est ça qui, moi, m'inquiète le plus. Donc si ce débat, avec quelques petits excès éventuellement oratoires, permettent de prendre conscience des risques que l'on prend, eh ben moi j'en suis somme toute assez preneur, mais effectivement ce ne sont pas les électeurs qui sont les ennemis de la République, mais certains programmes, et pas que certaines personnes isolées, certains programmes qui peuvent véritablement nous faire décrocher en termes de puissance. Imaginez la région Île-de-France, la troisième, qui représente un tiers de la richesse nationale, aux mains de l'ancien patron du collectif Jeudi Noir qui était contre le droit de propriété. Mais je veux vous dire, il n'y a pas que les promoteurs immobiliers qui sont en train de trembler en attendant les résultats. Alors, on va dimanche. On va refaire le débat parce que sinon on ne va pas avancer. Mais Jacques. Oui, alors juste pour conclure sur ce thème, il est tout à fait exact que leur politique est sectaire. Ça, nous le savons, et qu'elle est décalée par rapport aux réalités. Maintenant, puisque j'ai la parole, je l'interromps. Allez-y, Jacques. Et je vais faire un coup de gueule sur la prise de bec entre Dupond-Moretti et Darmanin. Alors, vous allez me dire, c'est la discorde chez l'ennemi, entre guillemets, ou chez l'adversaire, n'exagérons pas. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. Et ça justifie le rejet du politique. Parce que cette prise de bec de deux ministres d'un même gouvernement attise, je dirais, le rejet de ce qu'est la responsabilité politique. Et la responsabilité politique, c'est la cohérence. Or là, on voit véritablement qu'ils sont en train de s'étriper d'une manière totalement étonnante et qu'ils attisent le rejet du politique. Donc ça dépasse même, je dirais, le sort de ce gouvernement qui est finissant. Cela incrémente... Encore un an, Jacques, encore un an. Non, ça ne va pas aller plus loin. Il y a une crise, mon cher ami, il y a une crise de régime qui est patente. Non, donc, mais écoutez... c'est la raison pour laquelle je mets... Attendez, Jérôme, laissez finir Jacques, et Jérôme, je vous donne la parole juste après. Gueule, parce qu'en réalité, cette prise de bec va au-delà du sort même de ce gouvernement. Il y a toujours eu des prises de bec dans les gouvernements, non? Jacques, oui. Ah oui, mais là, jamais vu. La mémoire courte. Mais si, Jacques a la mémoire courte. Souvenons-nous du jeu décide, il exécute. Maintenant. Souvenons-nous du jeu décide, il exécute du 14 juillet. Entre Jacques Chirac, président de la République, c'était pas un ministre, c'était président de la République. Mais il a rappelé alors. De l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Je décide, il exécute. C'était pas et alors C'était pas une Jérôme. Attendez, pas tous en même temps. Souvenons-nous des affaires entre Villepin et Nicolas Sarkozy, qui déstabilisaient complètement le gouvernement et la République. L'affaire Clearstream, c'était pas une prise de gueule entre deux ministres. C'était bien plus grave que ça. Mais cela n'excuse pas. Cela n'excuse pas. Alors, attendez, Jacques. Des affaires comme ça dégoûte les gens. Les affaires Clearstream, les affaires. Alors, écoute-moi bien. Ça participe du dégoût des gens pour la. Oui, mais alors, premièrement, j'ai pas entre deux ministres. J'ai pas l'impression. Non. Alors, on va laisser Jacques répondre, Jérôme. On va laisser Jacques répondre. Jérôme. Tu es aveugle. Jérôme. Jacques Méard. Ce qui s'est passé dans le passé ne justifie pas ce qui est maintenant. On n'a jamais vu des prises de bec aussi violentes. Mémoire courte. Mais non, dis-donc, tu deviens pétiniste. De la lutte Villepin. Moi, je suis gaulliste, je ne suis pas pétiniste. Au centre du dispositif, tu te souviens très bien. C'était d'une violence. Jérôme et Jacques, parce qu'il faut que nos auditeurs puissent vous entendre. Sinon, avec que vous dénonciez tout à l'heure. Là, vous vous invectivez. Soyons sérieux. Est-ce que oui, mais oui. Est-ce que sérieux, tu ne serais pas LRM? Là, je suis plutôt, pour ma part, je suis plutôt d'accord avec Jérôme. Je pense que la Macronie résiste plutôt bien en termes de maintien d'une certaine cohérence, notamment au niveau parlementaire, parce que lorsque on se souvient des années Hollande, évidemment, ça prenait l'eau de toutes parts et j'allais dire les insoumis de la majorité hollandaise ont fait échouer largement François Hollande. Donc au niveau de la Macronie et d'En Marche,
effectivement, il peut y avoir quelques prises de bec entre ministres, mais grosso modo, ils arrivent à maintenir une certaine unité et c'est presque pas à l'Assemblée nationale. Quand on voit les échecs cuisants qui se multiplient. Jean-Luc, c'est une vision bizarre. Ils n'arrivent même plus à faire passer au vote directement les amendements. Le dernier en date sur l'aide aux handicapés. Le gouvernement a été obligé de faire ça sur un vote bloqué parce que justement dans le groupe En Marche, nombreux étaient les députés d'En Marche qui allaient voter les amendements de toute l'opposition. Alors arrêtons. Nous sommes. Attendez, écoutez-vous parce que sinon on n'entend pas. C'est évident avant la prochaine présidentielle et avant les prochaines législatives, mais le groupe En Marche en tant que structure unitaire n'existe plus. C'est tous les jours qu'on le voit. C'est une évidence. C'est pas les premiers à qui c'est arrivé. Ça arrive à d'autres. Rappelle-moi combien de fois Manuel Valls a utilisé l'article 49.3 quand il... Mais je suis d'accord, moi merci. Pas de problème, Jérôme. C'était tout aussi incroyable. Et Rocard, Jacques Mir. Oui, alors, Jérôme est bien bavard. Jacques. Castex ne dirige plus rien, tu le sais bien. Il est un peu seul contre tous là. Jacques Mir. Michel et Jérôme, vous êtes véritablement aveuglés, c'est pas possible. Regardez un peu ce qui est en train de se passer, c'est que aujourd'hui, on voit bien que cette majorité a alimenté le MoDem à côté, et il y a eu tout un tas de fuites dans cette majorité hologramme qui n'en est pas une, et que aujourd'hui, la raclée que s'est prise les LRM dans toutes les élections est manifeste d'un échec total. Alors, arrêtez d'habiller de votre volonté idéologique et sectaire une réalité. On n'a rien de sectaire, soyons sérieux. Jérôme, écoutez-vous parce que sinon comme on est à distance, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, désolé, mais il faut effectivement qu'on arrive à s'entendre. La mauvaise foi de Jérôme est totale. Des ennemis de la République. Michel, pour terminer sur ce sujet-là, et après on passera à la mobilisation du deuxième tour. Non, mais je critique très souvent la politique gouvernementale et je vais en parler dans un instant si vous me permettez, avec les masques. Mais il est vrai que je pense vraiment, même si la majorité présidentielle a perdu quelques députés en route depuis 2017, ils sont pas loin de ne plus, enfin ils n'ont plus à eux seuls de majorité suffisante pour faire certaines lois. Mais enfin par rapport aux expériences à l'expérience des années Hollande, je disais qu'il résiste plutôt bien, mais là je parlais pas du fond de la politique gouvernementale, je parlais du fait que la majorité présidentielle arrive à peu près à se maintenir. Après, évidemment, on entre dès lundi matin, on entrera dans la dernière ligne droite du quinquennat Macron, et là ça risque de trembler beaucoup plus. On prédit, il se dit que peut-être une prise de parole, parce que pour l'instant Emmanuel Macron n'a toujours pas commenté les résultats du premier tour des départementales et des régionales. Peut-être prise de parole début juillet et peut-être un remaniement en vue, en tous les cas un technique. C'est ce qui se dit pour l'instant du côté de l'Élysée. On va accueillir dans un instant notre auditeur qui attend et qui patiente au 0826 300 300 et avec vous 4, Jacques Miard, Jérôme Dubu, Jean-Luc Benamias, Michel Taube, nos débatteurs du jour. On va s'intéresser à ce second tour des régionales. Est-ce qu'on peut croire à une remobilisation puisqu'on le disait tout à l'heure, seulement 36% des Français disent avoir l'intention de se rendre aux urnes dimanche dans 2 jours pour ce second tour des régionales et des départementales. C'est un sondage IFOP pour le journal du dimanche. On en parle avec vous et nos débatteurs. À tout de suite. Allez, vous nous appelez 0826 300 300 pour débattre avec nous et nos débatteurs du jour. Jacques Miard, Jérôme Dubu, Jean-Luc Benamias, Michel Taube. On va retrouver dans un instant Christian qui nous a appelé au 0826 300 300 depuis l'endroit sublime de la ville d'Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais Michel, il y avait un coup de gueule que vous vouliez porter aussi sur cette... alors pas contre la filière française qui s'est mise à fabriquer des masques, mais contre le fait qu'on les laisse un peu sur le bord de la route aujourd'hui, Michel.
Effectivement, le jour où le Premier ministre annonçait que le port du masque en extérieur n'était plus obligatoire, le syndicat des fabricants français de masques, qui regroupe une trentaine d'entreprises, a poussé un coup de gueule pour dire que le Code des marchés publics n'a évidemment pas été modifié et la France continue à acheter de manière massive des masques en Chine pour privilégier les prix les plus bas. Et il y a une trentaine d'entreprises aujourd'hui en France qui se retrouvent en danger parce que, évidemment, il va y avoir moins de consommation de masques dans les mois qui viennent, mais surtout, il n'y a pas de soutien de l'État. Il y avait 3,5 millions de masques qui étaient fabriqués en France il y a un an et demi. On en est aujourd'hui à 100 millions par an. Mais c'est encore les Chinois qui trustent l'essentiel du marché. C'est quand même pas normal et ça montre encore une fois qu'au-delà des paroles publiques et des discours communicationnels du chef de l'État, on se rappelle de sa visite au mois d'avril dernier dans une entreprise qui fabriquait des masques. Et ben, l'État n'est pas aux côtés de ces PME et de ces entrepreneurs et c'est bien dommage. Alors ceci explique peut-être cette démobilisation toujours de cet électorat pour le deuxième tour des régionales. Seulement 36% des Français disent avoir l'intention d'aller voter dimanche pour le second tour. C'est un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Petit rappel, ils étaient 33% seulement à avoir voté dimanche dernier au premier tour. En 2015, on était à 58% de votants au deuxième tour des régionales. Donc on voit l'effondrement de la participation. Au 0826 300 300, on retrouve Christian. Bonjour Christian. Bien, bonjour à vous. Bonjour Christian. Vous avez raison, Anglette, c'est sublime. Ah ben oui, tous à Anglette. Christian, est-ce que vous avez voté? Est-ce que vous irez voter dimanche? Alors, moi, je vais pas, j'ai 66 ans, je vote. C'est un droit que nous avons acquis, évidemment que je vais aller voter. Mais Christian, est-ce que vous avez un haut-parleur avec la radio allumée à côté? Est-ce que vous pouvez la couper? Voilà, c'est bon. Ah, super. Allez, très bien. J'ai très peu de temps pour, je pense, exprimer ce que j'ai exprimé, alors je vais aller très très vite. L'abstention, je suis un Français lambda, donc j'écoute ce que les gens racontent, j'écoute le dernier personne qui a parlé à votre téléphone, à la radio, pardon, qui est de En Marche. Quand on prend une fessée comme ils ont pris la dernière fois, c'est très très étonnant de les entendre encore chanter et de continuer à dire oui mais Hollande, oui mais Louis XIV et Louis XVI. C'est bon, une fessée, c'est une fessée. La deuxième sera au mois de mai. D'autre part, comment voulez-vous que les gens aillent voter? Regardez un petit peu la situation aujourd'hui dans les médias, la plupart du temps. Vous délibérez normalement, on va dire ça, entre guillemets. Mais on a entendu que le RN contre machin, le RN contre truc. Le débat, on va recommencer avec les gens qui existaient avant, les Xavier Bertrand, les Pécresse, on les a connus, on sait ce que c'est. Macron, c'est mort, on a vu, c'est les Benalla, les machins, les trucs. On ne peut plus savoir. Alors les gens qui n'ont pas envie de voter RN, déjà, ils voteront pas. Mais ceux qui vont voter RN, je voudrais juste signaler une chose, ce n'est pas tous des gens qui descendent de la rue avec des machettes, n'est-ce pas? Je crois que ça a changé depuis et que la politique aujourd'hui, elle est autrement. Et peut-être que les Français veulent une politique autrement. Mais tant qu'il y aura des débats comme j'ai entendu ce matin, d'accord, les gens n'iront pas voter. Car il n'y a rien qui ressort de l'envie de le faire. Quand on envoie 5 ministres dans le département juste pour battre le RN, c'est une foutaise. Et en plus, ces gens-là, ils ont pris une branlée, excusez-moi le terme, et ça ne les dérange pas de continuer leur politique. Tant qu'on aura ça, moi j'ai 5 enfants, je discute avec eux, ils n'iront pas voter. Car ils disent la même chose que je suis en train de vous dire en tant que lambda, français lambda. C'est un problème politique. C'est pas qu'un problème de se déplacer. On a dit oui, il y a du soleil, oui. Non, mais attendez, les gens sont pas fous quand même. Ils connaissent quand même leurs droits civiques. Donc, tant qu'il y aura une lutte totale, j'ai entendu les mots comme nazi, machin, faut arrêter tout ça. Parlons normalement, respectons les gens qui votent, quelle que soit leur politique. La problématique, vous le savez comme moi, depuis le début de les campagnes, on a entendu sur toutes les radios, excusez-moi, je prends juste 2 minutes, qu'on a entendu sur toutes les radios et sur tous les débats, on a fait de l'anti-RN. On n'a entendu que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Merci Christian pour ce commentaire et ce coup de gueule aussi. Et vous parliez du Rassemblement national, on va en parler dans un instant, mais qui se retrouve aussi quelque part pris dans ce problème et ce piège qui est finalement politique et démocratique, qu'est l'abstention. Alors, mes chers débatteurs, comment est-ce que cette mobilisation entre les deux tours, j'imagine que dans tous les staffs politiques, on savait très bien qu'entre le premier et le deuxième tour, ça allait être difficile de remobiliser les troupes, mais par exemple, est-ce qu'il y a des réponses techniques qui peuvent être apportées pour les prochaines élections? On pense à la question du vote blanc, la vote par procuration, le vote par Internet, l'obligation de voter. Est-ce que tout ça, ce sont des gadgets avant tout, selon vous? Qui veut commencer? Alors, je veux bien commencer, si vous voulez. Oui, Michel. D'abord, un point sur l'abstention, parce que moi, je ne crois pas du tout à une remobilisation entre les deux tours. Je crois qu'on aura à peu près, peut-être 1 ou 2 points près, la même participation pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le début des vacances, donc il y a beaucoup de gens qui vont partir. Deuxièmement, il n'y a plus d'enjeu. À part en PACA et en Pays de Loire, tous les sortants vont être réélus à peu près. Donc il n'y a plus que 2 régions sur 13 où il y a un enjeu. Et troisièmement, il y a un certain nombre de listes qui ont disparu. Toutes celles qui n'ont pas fait 10% des exprimés ont disparu, ou elles ont fusionné, et donc l'offre politique est très restreinte par rapport au premier tour. Ce qui me fait dire qu'on aura peut-être 1 ou 2 points de participation supplémentaires, mais vraiment pas plus. Mais l'abstention, c'est un problème que l'on connaît depuis des années. Alors là, on a atteint un degré invraisemblable dans des élections régionales, mais pour la première fois sous la Ve République, en 2017, les élections législatives ont constaté que les députés qui avaient été élus ont été élus avec une abstention qui était supérieure à la participation. On avait 52% d'abstention et 48% de participation. Ça ne s'était jamais vu pour des législatives. Donc c'est un phénomène structurel qui s'est aggravé effectivement depuis 2-3 ans. Alors il y a eu la crise, il y a eu des tas de choses, la crise sanitaire, etc. Mais il y a des moyens techniques effectivement d'augmenter un peu la participation. Je pense au vote par correspondance, éventuellement vote par Internet, etc., si c'est sécurisé, mais ça ne suffira pas. La crise démocratique, ce n'est pas par des moyens techniques qu'on va la résoudre. La crise démocratique, elle est profonde, elle est structurelle, et aujourd'hui, l'offre politique globale, et les partis politiques ont une responsabilité, les médias aussi, parce que qu'est-ce qu'on a entendu pendant cette campagne des régionales sur les médias? On n'a entendu que des faits divers. L'histoire de la Dordogne pendant 48 heures, toutes les chaînes d'infos n'ont parlé que de ça. On n'a jamais parlé de débat de fond concernant les régionales. On n'a pas parlé des transports, on n'a pas parlé de la mobilité, on n'a pas parlé du développement économique. Bref, on a un système qui fait qu'aujourd'hui, rien n'incite les gens à aller voter, c'est clair. Il y a une désaffection. Bon, alors, oui, allez-y, Jacques Miard. Moi, je suis un peu plus dubitatif sur les médias, mais c'est normal, je vais défendre ma corporation. Il y a une désaffection à l'égard de la démocratie, car elle est jugée comme étant sans doute le meilleur des systèmes, excepté tous les autres, mais les Français lui reprochent de ne pas être efficace et de ne pas être capable de répondre aujourd'hui aux défis qui sont ceux de la France. On reproche également aux politiques de ne pas tenir leurs promesses. Non, alors je suis d'accord avec vous, Jacques. Je suis d'accord avec vous, mais moi, il y a quelque chose qui m'étonne quand même de ce qu'on entend et on va dire de l'évolution de ces derniers mois. On a entendu beaucoup parler de dictature sanitaire, d'état répressif. Et donc là, on avait l'occasion finalement de manifester quelque chose et c'est la politique de quelque part. Est-ce que c'est une politique de la chaise vide, Jacques? Non, comment vous analysez ça? Premièrement, de la part de l'électeur. Vous allez voir ce qui va se passer aux prochaines présidentielles. Je suis convaincu qu'il y aura une forte participation parce que c'est un enjeu central et qui détermine l'ensemble de la politique. Mais les dernières élections présidentielles, il y a eu moins de participation pour des raisons de dépit, parce qu'il y a eu l'affaire Fillon qui a démobilisé un certain nombre de nos électeurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu dans le passé des décisions qui ont été prises où notamment, et je vais vous le dire, je vais mettre les pieds dans le plat, on vote par un traité, par un référendum, on rejette le traité et on resserre derrière quelque chose qui s'apparente au traité rejeté. Ça, véritablement, sur l'opinion publique, c'est une catastrophe.
C'est-à-dire que vous avez des gens qui disent on se fout de nous, même si le traité de Lisbonne n'est pas le même que le traité constitutionnel. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nos concitoyens, dans des enjeux, des départementales, des régionales, où ce n'est pas bien perçu parce que la région est loin, elle n'est pas de proximité, le département est ancré, mais il n'en demeure pas moins que la redistribution des compétences, les Français s'y perdent. Donc, il y a de la pédagogie à faire, il y a une simplification, moi je vais vous dire. Il y a un certain nombre d'élections qu'il faut carrément supprimer et les faire d'une manière différente. On a 7 élections en 6 ans, c'est excessif, il y a une surdose d'élections. Et il faut savoir reconstruire un système plus simplifié. Alors certains en réclament plus pour plus de démocratie. Michel, parce qu'on va écouter la parole de tout le monde. Michel Taubin. Quand dimanche dernier à midi, lorsque le taux d'abstention a rapidement, été... Michel, ouais. Pour midi, il y avait un décrochage de 5 points. Et à 17h, le décrochage il était massif par rapport aux précédentes élections. Et là, je me suis dit, les extrêmes vont l'emporter. Parce que les Français en colère vont voter massivement et les démocrates, entre guillemets, vont rester chez eux. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé. C'est le contraire qui s'est passé. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les républicains et les socialistes et les présidents de régions et de départements sortants s'en sont plutôt bien sortis. C'est qu'en fait, ce sont les Français en colère qui ne sont pas allés voter. Ce sont les Français du Rassemblement national, de l'extrême gauche qui ne sont pas allés voter. Et effectivement, je ne pense pas que d'ici dimanche, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme, il ne va pas y avoir un sursaut de participation. Je crains même le contraire. Notamment parce que, prenons les élections départementales, faisons quand même notre mea culpa dimanche soir. Dans les soirées électorales, les départements n'ont même pas été évoqués. Qui sait aujourd'hui quels sont les résultats au premier tour du départemental? C'est quand même extrêmement grave qu'en termes d'information, le travail minimum n'ait pas été fait d'information. Sur France 3, et sur la PQR. Oui, mais on a une zapette, Michel, je suis désolé, on peut aussi aller basculer sur sa France 3 région, désolé. Jean-Luc, je trouve quand même qu'on ne va pas non plus servir sur qu'on a un peu parlé. Oui. C'est le millefeuille institutionnel, ça devient relativement incompréhensible. Soyons sérieux, par exemple, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de départemental à Paris. Pourquoi il y a des départementales dans les grandes villes françaises? On ne sait pas qui sont nos conseillers départementaux. On le sait en milieu rural, très bien, en milieu périurbain. On connaît son conseiller départemental. Mais au niveau départemental, dans les grandes villes, on ne connaît pas. Et puis les gens ne comprennent plus rien au système. On peut se maintenir à plus de 10% des votants au régional, mais pour les départementales, pour se maintenir, il faut 12,5% des inscrits aux élections, enfin des inscrits sur les listes électorales. Une simplification, je ne suis pas le seul à le dire, tous les présidents de la République l'ont dit pendant toutes les campagnes. On a une difficulté complète en France à faire ces simplifications. Et après, je le dis aussi, les Français, et une bonne partie d'entre eux, qui ne votent pas pour les formations dites démocratiques au sens large du terme, on aura le bol de voter pour ne pas exister politiquement dans les institutions. Quand on fait 20% avec telle ou telle formation politique et qu'on a 2 députés, quand on fait 15% et qu'on a 0 député... Non, mais là, précisément, on est à la proportionnelle. Mais où ça, la proportionnelle? Régionale, on est à la proportionnelle. Mais c'est une fausse proportionnelle. Michel, Jérôme, pardon, c'est pas une proportionnelle intégrale, c'est pas une proportionnelle... C'est pas intégrale, mais enfin, tu représentes... Sommes-nous le dernier? Pourquoi sommes-nous l'un des derniers pays européens dans l'Union européenne à ne pas avoir au moins une représentation réelle des populations qui votent? À ce niveau-là, c'est évident qu'un certain nombre de gens se disent « mais mon vote sert à rien, je l'ai perdu ». Voilà. Mais pas pour les régionaux. Je ne simplifie pas. Il y a plein de raisons sur l'abstention et ainsi de suite. Mais au moins une est certaine. Quand on vote, il faut que le citoyen ou la citoyenne pense que son vote serve à quelque chose. Et pour l'instant, c'est le cas au régional. Pardon? C'est le cas au régional. Mais non, c'est pas le cas au régional.
Tu vois bien qu'il y a des listes qui ont fait 8%, avec 10%, qui ne seront pas représentés. Absolument. Et qui ne seront pas représentés. Je souligne juste en Nouvelle-Aquitaine, il y aura une quinquagulaire. 5 listes pour ce deuxième tour dimanche. Donc on va continuer de parler de ces régionales dans un instant. On va s'intéresser à l'une des régions qui attire tous les regards, c'est celle de la région PACA. Est-ce que le Rassemblement national peut gagner, et ça cacherait le résultat global que le Rassemblement national a récolté lors de ce premier tour? On voit ça dans un instant avec nos débatteurs sur Sud Radio, et vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite. Allez, on est ensemble encore un petit quart d'heure avec vous au 0826 300 300 et avec Jacques Miard, aujourd'hui maire LR de Maison Lafitte, Jérôme Dubu, membre de La République En Marche, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Alors on va dérouler notre deuxième sujet politique des régionales avec cette question: est-ce que le RN peut l'emporter dimanche en région PACA? 36% des suffrages au premier tour, le candidat Thierry Mariani peut-il l'emporter? Sondage IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro donne Renaud Muselier 51, Thierry Mariani 49. On sait ce que donnent aussi les sondages. Alors, est-ce que Thierry Mariani, selon vous, va être désormais le seul espoir du Rassemblement national pour masquer, on va dire, ce résultat, ce mauvais résultat des régionales? Michel? Écoutez, moi je pense que moi personnellement j'ai toujours été partisan, tout en étant très très critique de la politique gouvernementale, partisan d'un front républicain pour faire barrage au Rassemblement national. Je pense que celui-ci va jouer et permettre à Renaud Muselier de s'en sortir in extremis. J'ai beaucoup plus d'inquiétude sur le deuxième front républicain que j'appelle de mes voeux et qui concerne la région Île-de-France, où le maintien de La République En Marche, à mon avis, est une très très mauvaise idée de l'AREM, et pourrait faire gagner les insoumis et les écolos pastèques. Voilà. Mais effectivement, moi je pense que en PACA, Renaud Muselier va s'en sortir. Et je ne crois pas dans les sondages, parce que franchement, ils se sont complètement plantés dimanche dernier, et on pourrait quand même avoir l'honnêteté de le redire et de le redire, et de les écouter un petit peu moins à force d'erreurs d'interprétation lors des dernières élections. Oui, mais Jean-Luc, c'est ce qui est... Michel, faut arrêter avec ce poncif des écolos pastèques. Il y a des écolos de toutes sensibilités. Jean-Luc, faut arrêter avec ça. Je te le dis. Je le maintiens et je le maintiens. Tu peux le maintenir. Moi, je te dis que tout ça n'a pas de sens, même au niveau des sensibilités existant dans l'écologie politique ou l'écologie associative. Je l'ai dit. Pour le reste, moi, évidemment que c'est serré en PACA. C'est le moins qu'on puisse dire quand on est à 51-49 dans un sondage. Ah oui, c'est l'épaisseur du trait, oui. Et Frédéric Dabi le dit lui-même à chaque fois, il ne cache rien, il dit voilà, c'est ça qui sort de ce qu'on a dans nos enquêtes. Maintenant, évidemment que tout peut arriver. Alors, est-ce qu'il y aura un sursaut chez les électeurs du Front National, du Rassemblement National, qui, on l'a vu dans les sondages, enfin dans les enquêtes, non pas sondages, dans les sorties des urnes, se sont sans doute potentiellement plus abstenus que d'autres. Ils se sont fait engueuler. Voilà. Mais évidemment que jusqu'à 20h, et peut-être un peu plus, parce que si on est à 51-49 à 20h, on l'a vu dimanche dernier, au départ, dans des instituts de sondage, Muselier et Mariani étaient à 33 chacun ou 32 chacun. À l'arrivée, c'est 36-32. Donc, peut-être à 21h, 22h, on le saura. Voilà. Vous qui êtes à Marseille, Jean-Luc, vous effectivement, vous sentez... ça se voit et ça n'est pas totalement nouveau sur Marseille. Je l'ai dit, ça fait 2 fois que la gauche et les écolos sont obligés de se retirer pour faire passer les démocrates, pour faire passer les républicains au sens large, au sens précis du terme. Voilà. C'est ce qui d'ailleurs pousse pas au vote et pousse pas à faire autre chose que l'abstention, parce qu'à un moment donné, quand on va voter et que ça ne sert à rien, c'est assez agaçant. Et absolument. Quand c'est agaçant, le terme est faible. Oui. Jérôme. Oui, un point sur PACA, et puis je reviendrai sur les sondages, parce que c'est quand même tout à fait hallucinant. On continue les bêtises qu'on a faites avant le premier tour. Même ça, on l'a déjà fait l'année dernière, on l'a fait l'année d'avant. Oui, mais on continue à commenter des sondages. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on continue à en faire.
ça engraisse les instituts de sondage, c'est très bien. Bon, tout le monde a beaucoup de ça donne une carte postale. Ça leur permet de vivre. Il faut arrêter de commenter. Attendez, Jérôme, on va parler parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant le journal de midi. Jérôme, est-ce que Mariani est le seul espoir pour le Rassemblement national là? C'est clair qu'il est le seul espoir pour le Rassemblement national, puisque tous les autres sont allés au tapis. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est très serré, effectivement. Une chose est sûre, c'est que si la gauche ne s'était pas retirée, il est clair que quand on voit effectivement les résultats, Mariani avait une très grande chance de l'emporter. Donc la gauche s'est retirée, ça a été une décision, à mon avis, assez salutaire, même s'ils se sont fait harakiri pour la deuxième fois. Donc aujourd'hui, tout est ouvert. Mariani peut l'emporter, Muselier peut l'emporter. Ça dépendra effectivement du taux de mobilisation. Alors, il y a des gens qui reviennent un peu à la raison, comme M. Ciotti. Il vient de déclarer, après avoir demandé l'exclusion de M. Muselier de LR, il vient de déclarer qu'il allait tout faire pour le faire passer. Donc peut-être que ça va suffire pour faire effectivement faire passer. Jacques, est-ce que le soutien de Nicolas Sarkozy là d'hier, est-ce que ça va faire? Non, attendez. Premièrement, ce sont les gens et les habitants de PACA qui votent. Il faut quand même le rappeler. Parce que toutes les commandites d'en haut ou d'en bas, c'est pas ça qui fait l'élection, tant s'en faut. Alors, vous savez, on voit l'homme de terrain. Savez ce qu'on dit, puisque vous avez parlé d'espoir, vous savez ce que dit? On dit l'espoir est un emprunt au bonheur. Donc moi, j'attends que ça se passe, parce que effectivement, pour une fois, je vais être d'accord avec Jérôme. En réalité, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On a entendu des gens de gauche dire que de toute façon, ils n'iraient pas voter pour la bonne et simple raison que le choix entre Mariani et Muselier, c'est pas un bon choix. Donc ils le refusent. On l'a entendu sur LCI, on l'a entendu dans Tronomo Sénac. Donc je crois qu'il faut raison garder, il faut attendre, et ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Parce que les erreurs, aujourd'hui, on sait qu'ils sont à 50-50 dans les sondeurs. Bon, ben comme je suis d'accord pour une fois avec Jérôme, ça fait beaucoup, là. Non, mais là, tu vois, parce que comme de tout à l'heure, je t'ai pas loupé, je vais quand même rétablir, je dirais, un certain équilibre. Ça, c'est la politique juridictionnelle. Tu devrais savoir, un coup ça tombe d'un côté, ça tombe de l'autre. Et voilà. Non, je vieillis pas, n'ai aucune crainte de ce côté-là. Non, ça s'agit. Et donc, on va voir, il faut attendre, mais c'est extrêmement serré. Et ensuite, on fera l'analyse de ce qui s'est passé. Ça pourrait être intéressant sur les flux, justement, et les déports et les non-reports de voix. Mais pour l'instant, c'est totalement une conjecture. Et donc, il faut se garder de sauter à une conclusion hâtive. Merci beaucoup, merci Jacques Miard, Jérôme Dubu, Jean-Luc Benamias, Michel Taube, les débatteurs d'aujourd'hui. On n'a pas le temps de parler de ce variant Delta, est-ce qu'il va nous gâcher nos traités? C'est un sujet dont avec Valérie, on y reviendra la semaine prochaine. Et ces élections régionales, on les commentera sur Sud Radio dès 20h dimanche soir, bien sûr, avec les premières estimations et les premiers résultats. Et tout au long de la journée de lundi, dans les jours qui vont suivre, évidemment, dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff. Moi, je vous souhaite un bon appétit, une très belle journée et je vous dis à bientôt.